Lui, c'est Marcel. Salut Michel. Marcel a toujours plein de gens chez lui. Des amis d'amis. Tout le monde adore Marcel. Quel est le secret de Michel? De Marcel. Probablement sa Smartbox 4G d'Hertel pour la maison et le bureau. Chers parents, bonjour. Celui que je reçois aujourd'hui est très connu. C'est un gars qui est excellent dans son domaine, dans le sport surtout, mais particulièrement le football. Il est président, je crois, de Atlético Acanda. Vous l'avez sûrement déjà vu sur les chaînes internationales en train de nous parler sport. Et aussi pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, c'est sûr que vous l'avez vu sur Facebook, en train de critiquer les sportifs. Mais entre autres, c'est un bon papa que nous recevons aujourd'hui. Lui, c'est Freddy Koula. Bonjour Freddy. Bonjour Charlène, tu as oublié de dire que j'ai été ton chef de classe à l'université, en master communication. C'est vrai qu'il a été mon chef de classe au parcours master et c'est un réel plaisir de t'avoir. Je suis content d'être là, merci. Je critique pas seulement, je mets aussi en avant les sportifs. Donc nous, on regarde avec nos yeux de profane, ce qu'on regarde, c'est le gars qui est en train de critiquer les sportifs. Et qui réclame son argent à la LINAF aussi, c'est ça? 21 millions, tout le monde en a parlé. Tout le monde en parle. C'est bien de se faire respecter. Exactement. Alors, tu es ici en tant que papa? Parce que nos abonnés aiment bien découvrir leurs influenceurs sur cette casquette également. Donc, Freddy, tu es papa de combien d'enfants? Alors, ce que j'ai reconnu ou les vrais? Je blague. Non, mais officiellement, j'en ai deux. Donc, j'ai de la chance d'avoir une fille, Hilary, et un petit dernier, Elliot. Donc, Hilary, elle a 6 ans et Elliot, il a bientôt 3 ans. Papa comblé? Tu as les deux sexes? Généralement, il faut avoir les deux. J'ai de la chance. Papa équilibré parce qu'en même temps, quand j'ai eu la petite, quand Hilary est venue, c'était un peu... tu es à l'université et puis c'est venu très vite et tu n'as pas eu le temps de te dire ah ouais j'ai une fille. Et puis le petit il est venu, c'était vraiment en gros tu te dis ah t'es une fille, ah maintenant t'es un garçon, tu rêves maintenant de l'accompagner au foot et là ça change un tout petit peu la donne parce que la fille souvent tu restes sur des appréhensions. Et c'est Elliot qui a 2 ans, c'est ça? Elliot, ouais, 2 ans et demi. Et déjà il parcourt les stades avec toi? Non, par contre il parcourt au parc, il va au parc pour l'instant, il était trop jeune. En France on protège un peu les jeunes, donc du coup quand un enfant n'a pas 5-6 ans, il n'a pas le droit d'aller au stade. Et donc du coup pour l'instant je l'accompagne au parc. Je lui ai acheté 2 ballons, même si c'est vrai que j'ai l'impression qu'il est très attiré par la musique. Oh là. Et là j'ai un problème, c'est que je vais l'envoyer chez Christophe un peu, Christophe Peltoum là. Il le prépare à une carrière à la Tina et tout ça, ou à Serocos, ça dépend. Mais... Ok. En tout cas, ça me fait plaisir de savoir que j'ai une responsabilité liée à la parenté. Et puis, c'est super difficile parce que le vrai problème, c'est que je suis l'un de mes enfants. Ma fille, je l'ai vue quand elle avait à peu près 2 mois, 3 mois. D'accord. Et malheureusement, sa mère a migré au Sénégal, elle est à Dakar. Ça ne s'est pas forcément bien passé avec la maman, qui a cru que j'allais l'épouser peut-être. Oh. Mais, c'est le rêve de toutes les femmes, Freddy. Ouais, mais derrière, donc du coup, elle n'est pas revenue depuis 5 ans, donc j'ai pas revu la petite. Ce sont des photos et quelques vidéos. Mais vous parlez quand même? Quelquefois au téléphone, mais c'est super fermé et c'est super délicat. Mais on aura peut-être le temps d'en reparler. Par contre, le petit, donc je l'ai vu naître. J'ai de la chance d'avoir gardé le bon rapport avec sa maman, qui est franco-gabonaise, donc du coup c'est beaucoup plus simple. Quand je suis à Paris, je passe du temps avec et je peux le balader quand je peux. Avec l'espoir de les rassembler au Gabon? Oui, un jour, quand j'aurai un peu de moyens. Tu n'en as pas? Pour l'instant, j'en ai pas. Pour l'instant, j'ai un petit patrimoine de journaliste, de rien du tout. Mais il faut déjà que je termine mes études. D'accord. En l'occurrence, cette thèse de doctorat. Si peut-être je deviens enseignant lui ou bien comme donner logement à la cité des profs, à ce moment, je veux ramener Elliot et Hilary à Libreville. Ça va être une cassure. Ouais. Les emmener dans les logements des professeurs ici. En espérant avoir une nouvelle université d'ici là. Ce qu'on croise les doigts. Je pense que 2025 n'est pas très loin. Je pense qu'il y a des efforts qui vont être faits par l'État et les autorités, j'espère. D'accord. Freddy Koula, enfant, c'était quoi? Un enfant agité, un enfant docile, calme, réservé? J'ai eu une enfance, j'ai eu plusieurs enfances quand même, mais j'ai de la chance, moi, ou la malchance, pour ne pas dire, je suis un peu, pas enfant unique, mais je suis enfant
monoparentale pendant une longue période. Parce qu'en fait, ma D'accord. mère, elle était mariée, maman Rosalie, était mariée à un militaire, à un gendarme. Et puis, elle a eu, elle a eu quoi, 9 gosses avec le militaire. Et puis après, elle a eu des soucis parce qu'il avait pris une deuxième femme, comme quoi, D'accord. coucou à Monsieur Messna. Du coup, du coup, elle a eu des soucis. Donc ensuite, elle est partie un tout petit peu en retraite de son mariage. Elle est partie chez sa sœur. Et en arrivant à Libreville, là, je vous raconte un peu la genèse pour vous expliquer qui je suis un peu. En arrivant chez sa sœur à Libreville, à Lasny, sa sœur avait été dans une cité. Et donc sa sœur souvent la commissionnait. Et D'accord. c'est comme ça que sa sœur l'envoyait souvent chez un tailleur à Cosmopark. Prendre des habits et tout ça, et ce tailleur-là était sénégalais. C'est comme ça que ma mère, en fait, elle a flashé sur le sénégalais, et il me semble qu'il y a eu donc cette union-là. Et comme ma mère était très féconde, elle avait déjà 9 gosses, elle a chopé donc le petit garçon que je suis. Après, ils ont voulu arranger le mariage, donc repartir chez son mari et tout ça. C'était arrivé, mais en tout cas, c'était très juste. Donc, elle avait peut-être 2 mois de grossesse, selon ce que ma tante m'explique. Elle est repartie en mariage. Et puis derrière, très vite, ça s'est mal passé. C'était compliqué avec la deuxième femme, tout ça, et avec son mari qui était sous l'air et un peu violent. Et c'est comme ça que je suis. Donc, on est donc parti au village. Ma mère, elle avait 7 ou 8 mois de grossesse. Je pense, non, 8 mois. Ouais, 7 ou 8 mois. Quand on est arrivé au village, un mois après, je suis donc né à Mokab, dans un petit village à 9 km de Moabi, dans la D'accord. province de la Nyanga. Notamment, et donc je suis né, et vraiment ça ce n'est pas je dis ça souvent, ce n'est pas un mythe, mais je suis né vraiment derrière les cuisines, derrière la maison. Donc moi, mon grand-père avait 2 femmes aussi, comme quoi, et je suis né derrière la cuisine, non pas de ma grand-mère, mais derrière la cuisine de la rivale de ma de ta grand-mère. grand-mère. Donc on m'a expliqué qu'en gros, quand ma mère a eu des contractions, à Mokab, à ce moment, personne n'avait de voiture à l'époque, c'est toujours pas le cas. Et il y avait un tonton qui avait une voiture, mais qui était allé voir une petite amie vite fait dans le village voisin. Donc ma mère avait des contractions au village, et donc elle a accouché derrière la cuisine. Et je suis né là, à cet endroit même. J'ai planté un petit bananier parce qu'il n'y a plus des cuisines. Et puis, donc, je suis né à Mokab. Ensuite, on est allé à Moabi apparemment pour faire tout ce qui est examens médicaux. Et pendant les premiers mois de ma naissance, j'ai grandi à Mokab pendant peut-être 5-6 mois. Et ensuite, ma mère, ils ont réussi, comme son mari n'arrivait pas à rembourser la dot. Mon grand-père a pris sa femme, a dit, bon, je te ramène quand même ta femme parce que tu ne m'as pas remboursé la dot. Bon, bref, je ne peux pas rembourser la dot, pardon. Donc du coup, moi et ma mère, on était quand même repartis chez son ex-mari, qui en voyant l'enfant, il s'est dit que c'était son enfant, mais il ne comprenait pas pourquoi l'enfant était tout brun, parce que j'étais super, mon père il est Peul, c'est pourquoi en fait du Sénégal. Et donc du coup, j'étais très brun. Et sauf que mon beau-père, il ne comprenait pas pourquoi j'étais brun. En fait, il ne comprenait pas, mais il acceptait que ok, c'est mon enfant, il n'y a pas de problème et tout ça. Et sauf qu'il était quand même allé un matin chez le Libanais, parce qu'ils étaient à l'époque en Djolé, je pense. Il est quand même allé un matin chez le Libanais, il m'a pris, il est parti chez le Libanais avec le bébé que j'étais. Et il est allé, il a filé la casse au Libanais en disant, je sais que c'est ton enfant et tout ça. J'envoyais ma femme ici. Voilà, j'envoyais ma femme ici, prendre les bons, prendre la bouffe et tout ça. Donc tu as fini par me faire un enfant parce que cet enfant, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Et après, bon, c'est parti en cacahuète. Et ensuite, je suis donc reparti au village. Et donc, j'ai grandi à Mokab, dans mon village, pendant toute mon enfance, jusqu'à 2 ans, 3 ans et demi. Et après, je suis allé à Tchibanga chez mon oncle, essayer de faire le jardin. Ça n'a pas marché. Je suis revenu au village. Chez mon oncle, en fait, il avait une femme qui était super violente et tout ça. Elle me violentait un peu à son âme. Et je pense qu'elle m'avait poussé dans de l'eau. J'ai une petite brûlure ici. Ouais, bon, oh non, Freddy. Non, mais c'est vrai. J'étais un peu turbulent, c'est vrai. Mais en fait, il y avait eu un truc où j'étais tombé dans l'eau chaude. Donc, ma grand-mère avait pété un plomb, une durite. Et c'est comme ça que je suis revenu à Mokab. Je suis resté à Mokab jusqu'à 5 ans, 6 ans. Et j'ai donc fait le CP1 à Mokab. C'est une école catholique. C'est un beau village, Mokab. Et ensuite, je suis parti chez un de mes oncles à Lambaréné, à Nzilé, qui est une petite ville. Tu es allé de village en village, Nzilé, en fait. Ouais, un peu. Bon, Nzilé, c'était un peu la ville pas loin de Makouké. En fait, c'était les villages construits pour les palmes, pour les palmiers, pour faire de l'huile de palme. On appelait ça des OZI, opérations zonales intégrées. Et voilà, mais après je suis reparti ensuite, reparti à Moabi, je suis été à Tchibanga avec ma soeur, c'était super compliqué. J'ai passé une année à Tchibanga, c'est l'une des années les plus brutales de ma vie, parce que ma mère était un peu malade et elle bougeait beaucoup, donc j'étais allé avec ma soeur qui était scolarisée à Tchibanga et on dormait dans une chambre, une pièce peut-être de 8 mètres carrés. Et je me souviens que moi, au début, je dormais sur le lit et ma soeur avait un copain donc, qui venait souvent, donc j'étais obligé de dormir au sol. Et quand je dormais au sol, donc,
Donc je dormais au sol, je me souviens, sur un matelas et tout ça. Et sur les premiers mois, je m'adaptais un peu, mais après c'était devenu compliqué Difficile. parce que la transition était super difficile. J'étais avec ma mère qui me bichonnait, qui me donnait ce que je voulais, parce que Après, dans une j'étais le autre seul. famille Et puis j'étais difficile. avec ma grande sœur, qui elle un peu se débrouillait, Ouais. on mangeait pas bien. Et donc je commençais à ne plus aller à l'école. Quand je me levais le matin à Tubanga, et Tubanga est une ville de galère un peu, comme ça qu'on l'appelle. En bas pour nous, on dit Litengunangwangu. Ça veut dire, genre, en fait, le fantôme et le bâton. Donc la faim, c'est le fantôme. Et puis toi, tu as le bâton, tu essaies de repousser la faim et tout ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'ai passé une année vraiment super compliquée à Tubanga. C'était dans les années, je pense, on est en 80, je pense 99, je pense. Et ce qui se passe, c'est qu'après, derrière, j'ai embarqué dans une voiture un jour. J'avais un beau-frère, justement mon beau-frère là, qui venait. Qui venait dormir. Il avait une voiture, il faisait le clando. Et donc un jour, on n'était même pas à la fin de l'année, on était peut-être en mars ou avril. Je partais presque plus à l'école. Pour la petite histoire, c'est là que j'ai appris à voler même. T'as volé donc pendant Oui, ton... donc oui, j'ai volé quand j'étais à Tubanga. Je pense que j'avais 6 ans. 6 ans, 7 ans. Je volais un peu d'argent de ma soeur. Pour acheter des J'allais bonbons. Non, mais pas, la plus grande somme que j'avais volée, c'était 10 000. C'était extraordinaire. Et toi, enfant, tu as volé 10 000 Non, dans les j'avais- années 90. Non, mais écoute l'histoire. Genre, je vole 10 000 et en fait, 10 000, c'est comme si en fait j'avais volé 100 000. Donc, je prends 10 000, je commence à acheter pour acheter de la bouffe en fait quand tu es petit. Pour acheter, manger un peu. Donc, j'arrive à l'école. Première chose que je fais, à toute ma classe, je commence à offrir les croquettes. À l'époque, les croquettes, les gâteaux, c'était à 5 francs le gâteau. Non, 1 franc ou 5 francs. Donc, tu offres Avec les de gâteaux à l'argent, tout- il faut voler. Oui, mais tu dis non, mais ça va. Tu fais le Freddy qui est souvent pauvre, qui demande souvent à tout le monde. Un matin, il vient avec de Il l'argent. devient riche. Donc voilà, c'était à l'école Notre-Dame de Tubanga. J'offre les gâteaux à tout le monde. Déjà, les voisins qui viennent avec moi commencent à se demander, mais Freddy, depuis quand il a l'argent, tout ça. Et c'est comme ça qu'après, mais les 10 000, j'achète des gâteaux à tout le monde. Il reste peut-être 9 400 et tout ça. Mais je sens que c'est beaucoup. Il y a encore beaucoup de En fait, sous. j'arrive pas à dépenser cet argent, tu vois. Limite, je voulais même le jeter, tu vois. Et je reviens à la maison et j'ai trop d'argent, j'ai trop de pièces. J'ai acheté plein de trucs, mais ça suffisait pas à être dépensé. Quand je reviens, c'était même pas l'argent de ma soeur, c'était l'argent de sa copine. Et la copine Oula. commence à chercher ses 10 000. Quelle histoire. La copine cherche ses 10 000 et tout ça. Et là, moi, je fais genre, nickel, je sais pas. Donc, un jour, 2 jours, j'arrive toujours pas à finir cet argent. Et puis, je suis à la douche. En fait, je mettais souvent de l'argent. Tu sais, j'avais le short et je mettais ça au milieu comme ça. Il y avait des poches dans les shorts avant à l'intérieur. Donc, j'attachais et tout ça. Et je suis à la douche, je me douche, je sais pas. Donc, j'enlève le pantalon. Et quand j'enlève le pantalon, la culotte, boum, les pièces tombent au truc. Et là, ma soeur, elle est juste dans ma chambre et je suis à la douche. Alerte. Et la soeur, les pièces font du bruit et elle crie, tu as eu cet argent où? Etc. Et là, tu trembles. Oui, mais là, je tremble et tout ça. Et là, elle commence à fouiller mes affaires, elle vient, elle regarde. Donc, quand elle fouille dans mon truc, elle voit beaucoup de pièces, elle voit encore un paquet d'argent. Elle dit, non, mais c'est pas possible, c'est toi qui as volé de l'argent, de trucs. Et là, elle m'a bastonné d'une façon. Elle a plein de mes grands frères qui étaient de passage à Tubanga. Il m'a fait les briques comme ça, etc. J'étais à genoux. C'était ma première grande bastille. Parce que Et tu n'as plus jamais volé? Ma mère ne m'avait jamais tapé. J'ai essayé encore de voler 2-3 fois. Oula. Par mauvaise habitude, parce qu'en fait. Non, mais tu sais. La galère, en fait. Tu sais, quand tu es dans une situation super précaire, c'est pourquoi moi je dis souvent que je comprends de temps en temps, je comprends pas ce qui agresse et tout ça, mais quand quelqu'un va voler parce qu'il a faim et tout ça, franchement, je ne serai jamais fâché contre cette personne-là parce que je sais que quand on est dans une situation remplir de un précarité extrême, on est vraiment capable de faire n'importe quoi pour manger, parce que le ventre fait du bruit, parce qu'on n'a pas de force pour se lever, parce que parfois on peut faire joli. Donc oui, 2-3 fois j'ai eu, mais à chaque fois, Dieu merci, à chaque fois que j'essayais de voler, on m'attrapait. Et comme j'avais honte, tu vois, à chaque fois, maintenant ensuite c'est la honte en fait qui a fait que j'arrête. Parce que j'avais compris que je n'étais pas doué dans ça. Exactement. Et donc après ensuite, voilà. Mais donc pour résumer un peu mon enfance, donc j'ai grandi à Mokab, j'ai un peu fait ma scolarité là. Je suis allé à Tubanga, j'ai été un peu à Lambaréné en Dile avec mon oncle dont je porte le nom d'ailleurs. Je vais vous en parler pourquoi. Moussavou là, c'est le nom en fait de mon oncle. Et puis derrière, je suis revenu à Moabi où j'ai fait le C1, C2, CM1, CM2 jusqu'en 6e, 5e, jusqu'en 3e. Donc je suis resté à Moabi exclusivement. Et puis après quand j'ai eu le BEPC, à ce moment maintenant je suis sorti de Moabi pour la première fois de l'histoire, parce que les vacances je bougeais un peu, mais pour la première fois j'ai été scolarisé en dehors de la province de la Nyanga. Et donc j'ai été à Mouila pour la seconde. Et donc c'est le bac qui t'amène à Libreville? Oui, mais qui me fait vivre à Libreville, oui, parce que je venais des vacances, j'ai quand même de la chance, hein, j'ai une grande famille quand même. Et donc de temps en temps quand même, ma mère m'a amené chez mes oncles, et donc je venais passer des vacances de temps en temps, mais les vacances c'était un mois. Un mois, oui. Donc souvent au PK9, j'ai de la famille au PK9, j'ai 3 oncles qui y sont, et puis j'ai de la famille aussi à Kingele. Je suis resté là souvent des vacances à Kingele aussi, donc je connais très bien l'environnement
des Est-ce que c'est toute cette difficulté qui t'a amené à te dire que je ne vais pas rester le Freddy qui a passé du temps à aller de gauche à droite pour vivre, qui a passé des moments difficiles pour s'alimenter, nourrir combler ce premier besoin. Là, je vais parler seulement de Ce premier besoin. des petites galères, mais on a eu Comment on devient Freddy Koula qui est aujourd'hui cet homme connu, voilà. Comment on le devient? Comment tu le deviens? Mais parce que je me suis forgé un caractère. Je me suis inspiré en fait des galères. La vérité, c'est que quand j'étais à Moabi même, avant d'obtenir mon BLPC, ma mère elle faisait du commerce et souvent elle bougeait parce que souvent elle était malade et moi j'étais seul avec ma mère pendant longtemps. Et donc quand ma mère partait comme ça, je restais tout seul à la maison. Je devais me laisser un peu une petite ration quand elle part. Elle me dit elle part une semaine à Libreville et tout ça, mais elle revient un mois après. C'est pas de sa faute, je lui en veux pas. Mais quand j'y pense, ça me choque encore un peu. Et puis du coup, tu restais. Si elle te laisse 10 000, ben, ça finit au bout d'une semaine. Et puis derrière, tu es obligé de te débrouiller. Toutes ces galères-là, toutes ces pénitences-là, toutes ces souffrances-là ont toujours résonné dans ma tête en me disant je n'ai pas le droit de me relâcher. Je n'ai pas le droit de ne pas étudier mes leçons. Je n'ai pas de raison de ne pas aller le lendemain au cours parce que même quand je n'avais pas mangé la veille, je me disais toujours qu'il faut que j'aille au cours. Parce que si j'échoue, ça me ralentit, je ne pourrais pas avoir mon BP, ensuite sortir d'ici. Tu disais tantôt que tu avais 9 frères. Oui, donc en fait on est... Et vous avez gardé le contact? Ça a augmenté entre temps, 9 frères et sœurs. Non, ma mère, au total, elle a fait 12 gosses, ma mère. Donc après moi, j'ai un petit frère, Gauthier. Et j'ai une petite sœur, Georgia, parce qu'elle a pu faire des enfants après. Je suis conscient que je ne fais pas beaucoup d'efforts pour aller vers eux, mais ceci est consécutif au fait que j'ai évolué dans un environnement tout seul. En fait, j'ai connu mon géniteur, là j'avais peut-être 11 ans. C'est ma tante qui me prend un matin, qui m'amène chez le tailleur pour me dire « Toi, depuis là, voici ton fils là, comment il te ressemble ?» Et c'est comme ça, je suis choqué, elle me dit même pas on part chez mon père, tu vois. Aucune Elle préparation. m'amène là-bas et elle me dit « Non, voici ton fils, comment il te ressemble à bout, regarde. » Et c'est comme ça que de temps en temps maintenant j'y allais, mais bon, il est parti au Sénégal après que j'ai eu le bac, je pense. Donc en fait, j'ai jamais connu ce que c'est qu'avoir un père. Un père. J'ai jamais su ce que c'est que d'avoir... Est-ce que le même cycle est en train de se refaire avec Hilary et Elliot? Exactement. Il arrive surtout. Elliot, par orgueil, j'essaye de tenir. Mais ça, je vais être honnête, en fait, le fait d'avoir pas eu de père, je ne sais pas ce que c'est que d'être un père. Je ne demande pas d'excuses, hein, mais je pense que c'est parce que je ne sais pas ce que c'est qu'être un père, je n'ai jamais eu cette transmission-là, j'arrive pas à trouver le repère pour me dire c'est important de veiller sur son enfant, de demander comment il a dormi, d'être là dès que l'enfant est malade. Bon, quand les enfants sont malades, j'arrive à aider, mais pour moi, ce n'est pas un objectif premier, tu vois, systématiquement dans ma tête. C'est ton mot de fin? Oui, mon mot de fin, c'est surtout de dire qu'on peut se créer un idéal, on peut avoir envie de construire une vie, mais de temps en temps, peut-être qu'on est inhibé par les objectifs. Parce que là, moi, je suis, par exemple, le cas échéant, inhibé par l'envie de réussir ma vie, d'avoir une vie différente de celle que j'ai vécue quand j'étais tout gosse. Je suis obsédé par ça. Même quand je vis des moments de galère, pour moi, ce ne sont pas des moments de galère. Je peux être là pendant 1 mois, 2 mois, je n'ai pas d'argent régulièrement, mais en fait, ça ne me fait rien. Parce que j'ai tellement souffert quand j'étais gosse, que tout ça, c'est du pipi de chat. Mais derrière, j'oublie peut-être de temps en temps la vie familiale, j'oublie aussi un peu les parents. J'ai aperçu une de mes sœurs hier, elle m'a dit « Fred, tu ne m'appelles pas hein. ?» Je suis passé en voiture, j'avais un peu honte. Donc, tu oublies un peu cet esprit familial. Donc, j'espère que ce truc-là, ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, ils doivent pouvoir trouver un équilibre entre les ambitions personnelles, les projets personnels ou les carrières professionnelles avec la vie de famille. Parce que la vérité, c'est que cet esprit-là doit perpétuer, cette fibre-là ne doit pas se perdre, encore plus avec nos enfants. Quand on a des enfants, on doit pouvoir leur apporter cette chaleur-là. Et j'espère pouvoir devenir un meilleur père dans les années et les mois à venir. Merci Freddy. Merci Charles. Je sais que je parle beaucoup, mais voilà. Merci pour la thérapie. Vraiment, c'est une thérapie. Je découvre un autre Freddy, en dehors du Freddy que j'ai connu à l'école et que je côtoie quelquefois. Comprenez pourquoi il y en a qui disent que je suis arrogant, mais je ne suis pas arrogant, mais je me protège. Ouais. Il y a beaucoup de barrières, beaucoup de protection autour et on a compris Freddy. Merci Dr Charlet. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Au revoir. Lui, c'est Marcel. Salut Michel. Marcel a toujours plein de gens chez lui. Des amis d'amis. Tout le monde adore Marcel. Quel est le secret de Michel? Oups, pardon, de Marcel?
Probablement sa Smartbox 4G d'Airtel pour la maison et le bureau